Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 5 de Meeting. Mon invitée réussit tout ce qu'elle entreprend. Elle est capable de vous faire voltiger, de vous immobiliser, de vous enchaîner de coups de poing, de coups de pied. Une combattante ultra complète, très performante et ambitieuse à un âge où certains se disent déjà sur le déclin. Ma sportive du jour est passée par le judo, la lutte, le sambo et actuellement le MMA. Sport longtemps dans l'ombre et interdit sur notre territoire, elle devient la précurseur de cette pratique en France. J'ai nommé Laetitia Blo. Bonjour Laetitia, comment tu vas? Bonjour à tous, bonjour Lucien. Ben, écoute, j'espère que ça va. En effet, quand tu annonces le palmarès sportif comme ça fait un long listing, donc désolé. Tu es Ah obligé de rester, justement, non justement, c'est très très bien je trouve. t'es obligé de rester 5 minutes à le commenter. On va commencer tout de suite du coup. Alors t'es né le 22 avril 1983 à Rennes. T'as Exactement. découvert le judo à 5 ans et demi et ça t'a tout de suite plu. Qu'est-ce qui t'a plu en fait dans le judo à ce si jeune âge? De base, moi, si j'ai commencé le judo, c'est parce que j'avais mon grand frère et mes cousins qui y étaient. Donc, je me suis lancée dedans en me disant, bon, bah, je vais faire comme eux. Pourtant, ma première année, la petite première compétition qu'on donne quand on peut, ben, je la perds. mais, mais finalement, j'y suis retournée et voilà, en fait, je pense que c'est vraiment la compétition qui m'a plu et puis le fait de voir mes parents très enjoués quand je gagnais. Donc, c'était un moyen d'avoir un peu leur attention puisqu'on est d'une famille de quatre enfants. Donc, voilà, je pense que ça a fait beaucoup la différence. Et voilà, donc après. Le judo en lui-même, forcément, c'est génial parce qu'on voit les copains, les copines. On avait, voilà, à l'époque, c'est comment dire, ouais, on joue entre nous et en même temps en apprenant un sport de combat. Donc c'est très intéressant quand on est jeune. Ouais. Et du coup, tes parents, alors, c'était un environnement familial sportif, alors? Tes parents sont aussi dans le monde du sport ou? Pas du tout. Alors nous, on est une famille. Non, non, non. En fait, après, voilà, mon père est athlétique parce que voilà, mais sinon, en fait, aucun de nous font du sport à part ma sœur qui fait encore du cheval et du hand. Mais sinon, dans la famille, pas du tout de grands sportifs, etc. Donc, j'ai pas suivi la voie de mon père ni de ma mère, mais parce D'accord. que voilà. Et ouais, non, non, c'est en fait moi-même qui me suis construit en tant que sportif, quoi. D'accord. Et donc, très vite, t'as eu le goût pour la compétition, quoi. Très vite, ça, c'est ce Ouais. qui t'a un peu animé. Ouais, je pense que ce qui m'a animée, c'est la compétition. Puis, ouais, j'étais toute seule comme fille. Il n'y a pas comme beaucoup de filles à l'époque dans le judo quand ça a commencé. Donc, j'aimais bien être avec les garçons parce que en fait, ça permettait d'être dur. Tu sais, ouais, je suis comme les garçons, moi, je suis forte et dure. Donc voilà, donc c'était en fait, je me mesurais toujours à eux. Donc, c'était intéressant. Enfin, je pense que c'est ce qui m'a animée, Hmm. quand j'étais jeune dans le judo. Ouais. Et alors, à 15 ans, t'as intégré le pôle France de Rennes. Exactement. Alors, Sport-études. Je suis partie de chez moi et 15 ans, sport-études, voilà, je suis partie parce que j'avais été repérée et que finalement, on m'avait donné l'opportunité, donc j'y suis allée. est-ce que à 15 ans, là, du coup, bah, t'étais adolescente, est-ce que tu rêvais déjà de haut niveau? Tu te disais déjà, moi, mon objectif, c'est le haut niveau, ou t'avais un projet parallèle ou quelque chose d'autre? Non, non, vraiment, je pense que enfin, j'avais des facultés innées dans le sport de base, puisque forcément, j'avais des super notes dans chaque sport que je faisais à l'école et vraiment, ouais, je me suis dit, ouais, ça me plaît et c'est ce que je veux faire, être dans le sport et sportif de haut niveau. Oui, si, si, ouais, je pense que déjà, j'adorais ça puisque j'ai vécu à la campagne, j'étais toujours en train de courir, je suis une hyperactive, j'ai beaucoup de mal à me poser, donc oui, oui. D'accord. Et après, t'es parti à Paris, donc pour franchir un cap, quoi, et donner un peu plus de sens à ton souhait d'aller au haut niveau. Et donc, t'es parti dans le club de Ponto Combo. Oui, en gros, je suis partie à Paris déjà parce que de une, le sport, enfin, le pôle France-Rennes passer en pôle espoir et que si on voulait continuer dans le haut niveau, fallait partir sur Paris pour réintégrer un pôle France. Donc moi, j'avais été prise au pôle France Bretigny de l'époque. En plus, il y avait l'option pour mes études, donc c'était très bien. Et, euh, et donc, je suis partie, ça devait être 2000, ouais, ça devait être
en 2000 ou ouais, en 2000, je sais même plus, tu vois, 2001, 2000. Et puis finalement, ouais, j'ai le club de Ponto Combo qui m'a repéré sur un stage national à Poitiers où Anne-Laure Poli a dit ah mais elle est bien cette petite au moins de 57, elle ferait l'affaire dans ce club. Et puis j'ai été intégrée dans ce club. Donc ce qui fait que j'en ai intégré un super club parce qu'à l'époque ils étaient déjà deuxième ou troisième à la Coupe d'Europe. Donc, c'était une super team. Toute l'équipe était déjà à l'INSEP. Donc, ça pouvait faire que progresser. Et puis, l'entraîneur qui était Franck Bellard était vraiment un très, très bon entraîneur. Donc, vraiment, voilà, c'était vraiment une opportunité, quoi. Ok. Donc après, tu as fait tes classes un peu, disons, là-bas. Et à 25 ans, donc 10 ans après, tu as eu un combat où tu as été mis KO avec un trauma crânien et un coma. Ça a été. T'as eu peur vraiment à ce moment-là? Enfin, ça t'a. Alors, ils se sont, c'est pas moi qui ai fait le Wikipédia, ils ont parlé d'un coma, je dirais pas un coma, mais par contre, ouais, je suis restée longtemps au sol en France. En fait, c'était les France Première Div. Et j'arrêtais pas d'essayer de gagner ces francs que je n'arrivais. Enfin, chaque fois, c'était des pertes de 5, de 7. Je restais première div, mais j'étais pas dans les numéros 1, et ce qui fait que je rentrais pas en équipe de France. Et à l'époque, c'était très, très dur de passer cette barrière. Et à Coubertin, en fait, je me fais emmêler les pinceaux dans le kimono. On sort du tapis et enfin, l'arbitre, au lieu de dire maté, ne dit pas. Donc, en fait, je prends vraiment le parquet de Coubertin, mais plein fouet. Et toute la salle s'arrêtait tellement que il paraît que c'était enfin, vraiment un bruit assourdissant. Et pendant à peu près ouais, 2 à 3 minutes, j'étais au sol, quoi. Personne, on n'arrivait pas à me réveiller. Je me réveille, je pousse tout le monde, je dis hey, c'est maintenant. Et forcément, bah, dans un chaos, on n'a pas le droit de recombattre. Et en plus, Oui. en sortant, ben, perte de mémoire, je savais plus où j'étais, quel jour on était. Oui. Tu vois, j'étais vraiment dans le vague. Et donc après, bah, tu es hospitalisé. Je suis restée 48 heures à l'hôpital. Et, euh, et puis, bah, je m'étais dit, si je fais quelque chose ou rien, enfin, si je fais quelque chose, c'est bon, je continue. Et si je fais rien, je m'en fous, je m'en vais. Je pense à mon avenir, je voulais être hôtesse de l'air et je pars en Australie et je vais apprendre l'anglais parce que je voulais vraiment être bilingue. Et je lâche tout et je pars. Je dis, c'est bon, stop, j'en ai marre. Puis voilà. Donc, alors, départ en Australie. Donc après, t'as fait une pause dans ta carrière de judokate alors. Oui, j'ai fait une pause dans ma carrière de judoka. Je pensais même faire une pause sportivement et finalement, je me fais recruter par par une équipe de football australienne parce que je jouais au foot sur la plage et avec les garçons. Et puis qu'il y a une nana, elle me dit ouais, ça serait bien que tu intègres et que tu joues avec nous. Parce que moi, après, elle savait que j'étais judokate un peu, parce que, Euh, enfin, donc voilà, donc j'ai passé en fait après 4 mois à faire du football australien, c'est extraordinaire parce qu'en plus j'ai joué à Darwin et Darwin c'est pas mal d'aborigènes qui ne sont pas forcément approchables, mais dans D'accord. cette équipe en fait c'était une grosse équipe d'aborigènes et de nanas aborigènes et finalement on n'était que deux blanches et enfin moi c'était la petite Frenchie et j'ai réussi à m'intégrer avec elle et passer des moments extraordinaires alors que dans la vie quotidienne en Australie, en fait, il y a comment dire, de gros problèmes de communauté entre les Australiens et cette communauté où ils se lancent des cailloux. Enfin, c'est très dur. Il y a Non. beaucoup d'alcoolisme, etc. Et que là, en fait, je me suis confrontée avec des nanas et pouvoir approcher une culture comme ça et en plus jouer à un sport, c'est là où on voit que le sport est extraordinaire pour réunir toutes Réunis. toutes les nations et multi-différentes, quoi. Et t'as pas eu de mal de passer du coup du judo à un sport individuel au foot australien, un sport collectif? T'as réussi très vite à te. Ben, j'avais fait déjà du hand. Tu vois, j'avais fait du hand à l'époque en université, les universitaires, là, les trucs de collège ou université. Donc, j'avais fait du hand. Donc, déjà, j'avais une approche un peu plus en équipe. Et là, en plus, pour la peine, c'est des grosses équipes de 15. Donc, vraiment, on est sur un grand terrain qui est immense à 15 personnes. Et ouais, enfin après, du mal non, parce que je pense que j'ai un tempérament à m'adapter très facilement. Et puis, il y a est très avenante envers les gens, altruiste, enfin vraiment. Donc, dans l'ensemble, je pense que j'ai un profil à faire les deux sports. Même si en équipe, en fait, on est tributaire enfin, de nos partenaires, même si nous, on est en forme, enfin, si la personne n'est pas en forme, il va falloir compenser Ouais. pour que ce soit bien. Mais ouais, ouais, si, ouais. Ok. Et alors après, tu retournes en France. Ouais.
Et là, tu reprends le judo. C'était déjà dans un coin de ta tête quand t'es parti en Australie, tu t'es dit c'est juste une pause et hop, je reprends direct quand je reviens ou... Je suis même pas parce que je reviens d'Australie, je passe mes diplômes d'hôtesse de l'air, je les ai. Sauf que 2010, c'est la crise économique, il n'y a plus d'embauche, on est vraiment dans la fermeture des postes. Donc finalement, avant de reprendre quand même, j'ai repris quand même parce que cette année-là, donc je reviens en 2010, 2011. Je crois qu'en 2011, je fais troisième en première division, c'est ma première perf en première division. Et voilà, mais c'était pour le plaisir. Et surtout, j'ai été intégrée par la SNCF parce que je me suis pointée pour aller finalement trouver un taf à côté. Et c'est au moment où je savais que j'avais mon travail qui était contrôleuse et au bout d'un an, en fait, tout était nickel. Enfin, ma vie était plus ou moins carrée. Ben, en fait, je me suis dit, je vais vraiment reprendre le judo et me donner un nouveau défi, c'est d'aller faire les France en 2013. Et repartir de zéro parce que je suis partie des régions, enfin même pas aussi des régions. Après, je suis passée par les interrégions et puis après, je suis allée aux France. Donc, c'était drôle en fait. C'était drôle de se dire, allez, on repart à zéro et on y va, quoi. Et alors c'était un retour victorieux parce qu'en 2013, t'as 30 ans Ouais, et tu remportes le titre de champion de France en moins de 57. Donc exactement. comment dire, c'est assez tardif quand même, mais ça devait être une super victoire pour toi parce que Ouais, c'était une belle revanche déjà de la vie, une belle revanche de la vie, et une super victoire parce que en fait, puisqu'on mise sur les jeunes, hein, donc moi je suis arrivée en plus physiquement je faisais pas mon âge, donc tout le monde savait, beaucoup de gens ne me connaissaient pas finalement, donc c'était très drôle, sauf les gens de l'époque et de mon époque, mais sinon c'était ah mais elle est bien cette petite, elle est jeune, elle va y arriver. En fait non, pas du tout, j'avais 30 ans. Mais ouais, c'était une belle revanche de me dire, ben, en fait, tout ce que j'ai acquis, ben, je peux le faire aujourd'hui. Alors, il y avait beaucoup de choses aussi qui avaient changé. La pesée la veille. La pesée la veille que je ne connaissais pas et qui, pour moi, a été extraordinaire puisque descendre à 57, c'est juste très dur puisque je suis à 14% de masse grasse. C'est très peu pour une femme, hein. Comme on dit dans l'expression, mon jargon, c'est je me saigne, hein. Dans le sens où vraiment c'est dur, tu vois. Et que voilà, en fait, c'était. Ouais, enfin, il y avait ça, il y avait peut-être les nouvelles règles. Alors, je sais pas trop. Puis si, on n'allait plus dans les jambes aussi. Donc, il y avait beaucoup de choses qui avaient changé et qui étaient opportunistes pour moi, qui étaient une arracheuse. Puis les gens en face, les nanas, me connaissaient pas, donc c'était hyper intéressant. Et vraiment, je crois que je me suis laissée aller surtout parce que je savais que j'avais tout à gagner. Qu'en fait, au-dessus de ma tête, j'avais pas d'épée Damoclès qui me dit oui ou non, demain, si tu perds, t'es viré. Puisqu'en fait, moi, j'avais mon taf, que le lendemain, même si je perdais ma compétition, je pouvais manger, en fait. J'avais mon travail et qui me permettait de vivre. Alors que l'époque où, quand j'étais jeune, bah, je galérais entre 3 ou 4 boulots pour essayer de m'en sortir et que j'avais peur si je perdais, je savais que derrière, ça allait être compliqué. alors justement, ça c'est un peu la triste réalité, mais alors même quand on est sportif de haut niveau, dans le judo, ça suffit pas à vivre en fait. T'es obligé d'avoir un travail à côté. Oui, bah après, il y a des sportifs qui arrivent à vivre parce qu'ils ont des clubs qui arrivent à vraiment, dans le judo, hein, je parle, hein, à Oui. les financer, hein, parce que encore dans le judo, on a quand même un salaire qui nous permet au moins de pouvoir vivre un minimum, quoi. Mais sachant qu'on est à Paris, aujourd'hui, c'est comme toutes les personnes, c'est compliqué de vivre avec un petit salaire. Et de pouvoir, en fait, voilà, en fait, en gros, on est en train de travailler sur 2 travails, puisque soit on est à plein temps à l'entraînement et à plein temps à notre taf. Donc, c'est hyper dur de pouvoir concevoir les deux. Donc, en France, on n'est pas une culture comme les Américains où ils investissent dans les athlètes comme des produits de marque et qui permettent à tous les athlètes de pouvoir survivre. Donc, moi, j'ai mes parents qui m'ont aidé comme ils pouvaient, hein, vraiment, sincèrement, hein, mais voilà, c'est sûr que franchement, les parents, je les admire parce que parfois, certains se sacrifient pour leurs enfants, pour leur carrière de haut niveau, quoi. Donc vraiment, c'est vraiment génial. Mais pas tous, c'est pareil, hein, pas tous. Tout le monde se débrouille comme on peut, hein. C'est sûr. Alors après cette victoire en 2013, du coup, bah là, c'est un peu j'ai envie de dire, le début de ta carrière victorieuse, en fait, parce que après, en fait, tu remportes plein de titres. En 2014, tu remportes la médaille d'or par équipe au championnat d'Europe. Euh, moi, Ouais.
Pareil. Après, j'ai beaucoup. Surtout, je fais ça. En fait, ce qui fait le déclic dans l'équipe de France, c'est que je fais 5 au tournoi de Paris et que je prends la championne olympique 2016, Rafaela Silva. En fait, je la prends au tournoi de Paris et en place de 3, je fais un combat mais titan. Alors, avec manque d'expérience, parce que forcément, l'international, je connaissais pas. Autant que les nanas qui s'entraînaient dans l'équipe et qui allaient tout le temps en stage. Donc, je pense que ça a fait la différence parce qu'on a vu quelqu'un qui en voulait, qui se battait et qui allait jusqu'au bout, quand bien même qu'elle gagne et qu'elle perde. Donc, ça a fait le déclic. On m'a dit, bah voilà, en fait, on va vouloir t'intégrer en équipe de France et essayer de te mettre en structure de sportif de haut niveau avec la SNCF dans un dispositif athlète de haut niveau pour te permettre de te détacher, quoi. Mais en attendant, il a fallu que j'attende 1 an avant que ça se fasse. Et par contre, mes congés, je les posais pour aller faire les stages. Je suis partie à Zagreb pour, enfin voilà. Donc pendant que tout le monde se a coulé douce au soleil, ben, moi je partais en stage. C'est vrai que les carrières de sportifs de haut niveau, les vacances, vous connaissez pas trop, quoi, au final. Enfin, Ben non, hein. En fait, sincèrement, parce qu'on nous donne des vacances, mais on sait que si on se relâche pendant les vacances et qu'on revient, on va être une paupiette parce qu'on aura mangé, qu'on ne pourra pas assurer le stage et qu'on aura du mal à revenir parce que voilà, enfin, donc c'est très très dur, hein. C'est très très dur parce que cette semaine, le temps de décompresser, on est à peine décompressé qu'on repart, donc c'est très compliqué, quoi. alors après, tu gagnes aussi le titre mondial par équipe au championnat du monde en Russie en Ouais, 2014. En il y a- 2015, tu as médaille par équipe aux Jeux européens à Bakou. ouais, aussi. Alors après, du coup, tu commences la lutte aussi. Ouais, alors après, il y a tout celle en individuel dans toute ma carrière. Donc, ce qui s'est passé, c'est surtout que donc de 2013 jusqu'à 2016, je suis en course pour les Jeux avec Automne. Automne est meilleure que moi, donc ben, après, elle a été choisie, donc ce qui est tout à fait normal, parce que c'est la dernière année où on la sort, elle est numéro 1 un peu partout. Euh, comment je veux dire Ouais, après j'ai gagné beaucoup les France et c'est surtout que la dernière année je gagne les France encore une fois et qu'on m'avait dit gentiment à l'INSEP, écoute, il est peut-être temps que tu partes, t'es un peu vieille et je dis ah ouais mais moi je suis bien, je me sens bien, non non mais voilà. Et quand on te sélectionne pas pour aller au Japon alors que tu es carrément normalement censé y aller, tu dis bah tu sais comment va être ta vie H24, si c'est pour me battre dans un sport où tu sais que les sélections sont faites en fonction du bon vouloir des sélectionneurs, bah, je suis partie, j'ai dit stop et puis je suis partie sur la lutte. J'ai dit ah ouais, on me ferme une porte au judo, bah bougez pas, je vais aller à la lutte et puis je suis partie à la lutte et la même année, je fais les championnats de France de lutte et je gagne la même année En moins de la 60 médaille. kilos. Ouais. Alors c'est quand tu gagnes cette victoire en lutte, tu penses à quoi? Est-ce que tu te dis, bah tiens, allez, ça c'est une revanche et je leur ai montré que Laetitia Blo, elle est là et elle est encore là et elle est encore performante? Ou tu penses pas à ça et tu te dis non, c'est vraiment une victoire pour moi et pour voilà. Ouais, non, c'est une victoire pour moi et ça me fait surtout sourire, ouais. Ça me fait sourire parce que je me dis, ah ouais, eh ben, l'ancienne, elle est là et qu'en plus, elle va dans un sport qui est pas du tout son sport de prédilection, qu'elle arrive, ça faisait allez, 1 an, même pas 1 an et demi que je faisais de la lutte, 1 an et demi. Et encore, je pouvais pas en faire trop parce que à cause de mes sélections équipe de France où chaque fois j'étais partie, donc je pouvais pas être non plus investie dans la lutte et dans le judo. Fallait faire un choix, mais ça m'aidait beaucoup sur mes arrachés parce que je suis quelqu'un qui arrache beaucoup dans le judo. Et non, c'était sympa. Et là, en fait, plus un côté, ouais, ben regardez, la vieille, elle est là, quoi, en fait. Et alors après donc t'as pas fait, si t'as fait aussi du judo et de la lutte en même temps en 2016. Ouais, j'en faisais en même temps, je faisais les deux en même temps, puisque je savais que finalement, au bout du compte, ça allait être Automne qui allait être sélectionnée. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas continuer, moi, à faire un des deux côtés et puis prendre des petites médailles par-ci, par-là, de m'entraîner. On me fermait les compètes, bah, je faisais d'autres compètes, ça me donnait de l'expérience différente, quoi. Et Puis j'avais un. ça a pas été dur du coup, ça, mener cette double carrière sportive un peu de judo et lutte ou alors c'était plutôt des pratiques complémentaires, du coup ça t'aidait un peu la lutte dans le judo et le judo dans la lutte. Ouais, j'aurais plus dit que c'était plutôt complémentaire, hein. Et finalement, non, c'était pas dérangeant parce que dans la lutte, l'avantage c'est que j'avais pas de régime à faire que je devais faire en judo, donc ça me permettait au moins
au moins voilà, de souffler un peu et de faire une compétition sans avoir mon premier combat qui était la frustration de la nourriture pour être au poids avant la compétition de lutte. Et donc, en fait, c'était plus un plaisir et puis en plus, un challenge où je m'éclatais, en fait. Je me dis, bah voilà, on y va, je me fais Plus plaisir. plaisir. Ouais, c'est ça, parce que Quoi. ouais, j'avais rien à prouver à la lutte, puisque pour moi, j'allais pas être sélectionnée. Enfin, voilà, de toute façon, j'étais qu'une de tous parmi eux. Et puis finalement, j'aurais dû performer et insister peut-être que ça aurait été pas mal, mais bon. Et c'est cette même année où tu gagnes les championnats de France de lutte, tu rejoins aussi le Thalys. Tu quittes le dispositif SNCF, athlète de haut niveau, et tu rejoins le Ouais, Thalys. exactement. Alors après, je suis toujours SNCF, mais en gros, on est prêté, la SNCF nous prête à Thalys, donc Thalys, il m'a recruté. Et là, je leur dis pareil, vous inquiétez pas, j'arrête ma carrière. Pas de souci, je vous promets. Ouais, parce que nous, on veut prendre quelqu'un à plein temps, on veut pas d'une athlète de haut niveau. Oui, pas de quoi faire. Je suis partie en enfer. Donc, Non. résultat, en fait, vraiment, je devais arrêter, hein, sincèrement. Puis, je me suis dit, ah bah allez, on y retourne, hein, pourquoi pas. Et en fait, cette année-là, je gagne les France en sachant que juste avant, je m'étais assurée de gagner des compétitions internationales pour justement, en fait, marquer des points, parce que je savais que si je marquais des points, ça m'ouvrait la porte pour les championnats du monde qui se passaient à Paris au mois de juin, je crois, si je me souviens bien. Juin, ou juillet. Ah non, je dis des bêtises, au mois d'août, je crois que c'était au mois d'août. Donc voilà, je m'étais assuré quelque chose de bien, quoi. Je m'étais dit au mois d'août, voilà, je vais aller gagner des compètes, je vais aller faire des combats. Et puis, comme j'avoue, en 64, il y avait personne, bah, de toute façon, j'étais légitime pour y aller, puisqu'en plus, j'avais fait mes résultats en international pour que ça fonctionne, quoi. Ok. Et alors, ces championnats du monde à Paris, justement, tu perds au premier tour. Oui. Ça a été dur à encaisser ou tu t'y attendais? Enfin, En fait, on a toujours un espoir, hein. Après, je me rendais compte que quand même, j'allais tomber enfin, chez des nanas qui en plus de une sortaient des Jeux Olympiques, qui se sont entraînées H24, qui sont nées dedans en fait. C'est leur taf en fait d'être des vraies lutteuses. Moi, je découvrais, alors avec ce que j'avais, voilà, j'avais des facilités ou des choses du judo qui permettaient de faire de la surprise dans la lutte. J'aurais peut-être pu passer un tour, deux tours. Après, franchement, si j'avais fait quelque chose, ça aurait été le hold-up du monde. Mais non, déjà, j'ai pas perdu ridiculement. Aller au premier tour. Enfin voilà, j'ai quand même marqué un point. Enfin, mais c'est vrai que je manquais d'expérience dans la lutte, clairement, et qu'il aurait fallu m'entraîner beaucoup plus. C'est pas avec 2 mois d'intensité non-stop de lutte que je devienne une vraie pro comme les nanas qui s'entraînent H24 dans leur discipline. Surtout que la lutte est vraiment, chez les gens de l'Est, un gros sport, quoi. ouais. Mhm. Alors, donc le judo, la La lutte, lutte. et en Oh, plus le sambo aussi. Alors, qui est un mélange, tu vas me dire si je me trompe, hein, un mélange un peu de judo, de lutte et de boxe, en gros. alors, tu as des différents sambo. Tu as le sambo combat, qui lui est un mélange de lutte et de judo, sans frappe. Et par contre, tu as le sambo combat, où là, le sambo combat, c'est tu as la projection, le judo et la lutte. Et tu as en fait le casque pour protéger, les gants de MMA. Et par contre, tu as le kimono, puisque le sambo, c'est le haut de kimono avec le short de lutteur D'accord. et les chaussures de lutteur. Donc, en gros, c'est ça le sambo. Donc, quand tu es en sportif, tu as le droit aux projections, clé de bras, clé de cheville, chose que tu n'as pas. La clé de cheville, la clé de genou, tu ne l'as pas en judo, que tu l'as et ni en lutte d'ailleurs, mais que tu as au sambo. Tu as le droit d'aller dans les jambes, chose que. Voilà, enfin, c'est pour ça que c'est avec ce mix de judo et de lutte, c'est essentiellement ça. Par contre, au sambo combat, tous les coups sont permis, même le coup de tête qui est interdit au MMA. Donc Ouais. d'accord, on a le droit de mettre un coup de tête alors qu'au MMA on n'a pas le droit. Et voilà, en fait, tu fais les pieds-points et puis derrière tu grappes et puis après tu pars sur du judo, sur de la lutte. Enfin vraiment, voilà, c'est exactement comme le MMA finalement le sambo combat, sauf que tu es même voire même plus dangereux parce que mon pote il s'est pété là au championnat du monde le nez, Charlie Schmidt qui s'est fait un nez d'ailleurs Wow. parce qu'il a pris un coup de tête, alors qu'au MMA, c'est interdit, par exemple.
On n'a pas de casque. Mais bon, les coups sont beaucoup plus violents parce que le fait d'avoir le casque, ben, en fait, on peut porter plus facilement au niveau de la tête, quoi. Et qu'est-ce qui t'a donné cette idée d'aller enfin de faire du sambo en fait en plus de tout ce que tu avais déjà fait? En fait, j'avais rien. Non. En fait, ouais, déjà j'ai un club de lutte extraordinaire qui est l'US Créteil et un entraîneur qui s'appelle Sébastien Chambineau qui est extraordinaire et qui est souvent en train de me motiver et qui est un challenger. Donc en fait, il me lance souvent des défis et ouais, on s'est dit why not, allez, pourquoi pas le sambo? De toute façon, j'avais du temps entre mes combats d'MMA, mes entraînements de MMA et puis je savais que j'étais tellement complémentaire dans la lutte et le judo parce que généralement, les samboïstes français, c'est que des judokas. C'est chez les filles, hein, c'est très rare de voir une lutteuse aller dans le sambo. Donc en fait, c'était de faire du judo et en même temps, l'avantage c'est que j'avais la lutte en plus. Donc je me suis dit bah pourquoi pas essayer. Donc j'arrive au franc, je fais un combat, je gagne. Voilà, et puis vu le palmarès et le problème de la Covid, ben, en fait, j'ai pas eu le temps de faire les Europes, j'ai été directement envoyée des mondes. Et d'ailleurs, ils ont eu raison, puisque bon, je finis troisième. Donc, mais ouais, après, je savais que le sambo, c'était le petit plus dans le sens où au MMA, déjà, après, on ne sait pas trop où on va pour l'instant avec la Covid, hein, pareil, hein, mais l'avantage, c'est que ça me permet de faire des grosses compétitions avec, on va dire, des grosses pressions, puisque c'est les mondes quand même. Voilà, d'apprendre à gérer ses émotions, l'appréhension. 5 minutes, en fait, me mettre des combats de 5 minutes. Là, donc j'ai eu 3 combats, de 5 minutes. C'est pas la même intensité, pas la même énergie, retrouver l'attraction, alors que dans le MMA, c'est plus, voilà, on a plus de boxe. Et voilà, enfin, et différents profils, revoir différents profils. Donc vraiment, c'était hyper. En fait, je vais chercher un peu à droite à gauche pour prendre de l'expérience et de l'acquis. Voilà, après, bon, je voulais la médaille au sambo, hein. Sincèrement, je partais pour aller voir la Marseillaise, hein. Parce que je suis comme ça, que quand je me fixe un objectif, je me fixe à l'objectif. Après, les paramètres, la veille des championnats du monde, je ne connaissais pas les règles, quoi. Il m'en manquait beaucoup, tu vois. C'est Quand l'aurait tu dis, exceptionnel en fait on de va faire dire, deuxième fin. Voilà, après, tu t'étais fixé la médaille d'or, mais c'est vrai que c'est déjà hallucinant de faire des médailles dans trois sports différents. Et du coup, j'espère pour toi quatre, parce que le judo, la lutte, le sambo. Et en septembre 2019, donc David Dukanovic vient te voir et te dit que tu as les qualités requises pour te mettre au MMA. C'est quoi ta réaction à ce moment-là? mais en gros, au début, je voulais pas. Ça fait des années qu'il me tanne, hein. Ça faisait des années. Donc déjà avec l'époque du judo, avec Rouget, il nous interdisait strictement de faire du judo, du MMA, parce que si on avait le malheur de mettre le pied dedans, on était radié pendant 2 ans quand même, hein. Donc déjà ça me coupait direct en me disant bah non, je peux pas mettre un pied. Si on me voit dedans, on peut être radié. Ils vont nous dire qu'on, enfin bref. Donc voilà, donc moi j'avais dit non. Et donc à un moment donné, comme ça faisait un an que je végétais et que j'avais rien fait, que je savais pas quoi faire et j'en avais encore sous le coude. Et il me dit mais viens. Et je dis bah je peux pas et tout. Franchement, au niveau du visage, Ouais. ouais, franchement ça va quoi. Je veux pas finir avec le nez comme ça. Enfin. Et il m'a montré pas mal de photos de nanas qui combattaient à l'UFC, qui sont elles, voilà, encore intactes, physiques, qui sont encore féminines parce que je tiens beaucoup à ma féminité. Et finalement, je me dis, bah, vas-y, je vais essayer. Donc, j'étais à la Snake Team où je serais bien restée, mais le problème, c'est que c'était trop loin de chez moi. Donc, voilà. Et j'ai signé, en fait, à Marseille, à la Science Team Duca, donc là où était Duca, avec Charles-Henri Tchongui, qui est mon entraîneur. Donc, et puis, je suis partie un an, enfin, non, n'importe quoi. Je suis partie 10 jours en Thaïlande où je vais investir en disant, bah voilà, bah, dans le MMA, qu'est-ce qui me manque? Ça me plaît. Il manque le pied-point. Bah, je vais partir à la Mecque de l'apprentissage du pied-point et je suis partie en Thaïlande apprendre voilà, le pied-point. J'ai investi, j'ai mis 1000 balles et puis je suis partie. Alors, 6 heures d'entraînement, hein, mais Alors, 6 heures d'entraînement par jour, du coup, intensif. ouais, C'est ça. par jour au moins, tu vois, vraiment, je n'avais pas le temps. J'ai pas vu la plage, j'ai pas vu le sable, enfin un petit peu, mais vraiment pas grand-chose, quoi, tu vois. Mais parce que j'étais déterminée, que j'étais là pour ça, et que si j'avais investi 1000 balles, c'est pas pour rien que j'étais là-bas. Donc, Ouais. mettre toutes les chances de mon côté pour être opérationnel le plus tôt possible. Et en rentrant sur Paris, il fallait que je trouve un club sur Paris parce que c'était trop loin pour la Sneak Team. Et en fait, j'ai trouvé un super club à Hobby Fight avec Abdel, qui est
le directeur plus un de mes entraîneurs et un super team. Donc en fait, je m'entraînais avec eux et en même temps, je descends à Marseille dans mon propre club, retrouver mon autre team aussi où je suis prise plus en technique avec eux spécifiques et vraiment voilà, ça me permet de m'entraîner sur les deux clubs à Paris Hobby Fight et Marseille qui est mon vrai club de base. Et donc voilà, et ça a été comme ça jusqu'à la Covid de mars, où je devais déjà combattre en avril, tout a été arrêté. Ouais. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je me suis entraînée toute seule, comme je pouvais, à prendre de l'avance. Et en septembre, Abdel m'annonce que Eric Kanako et lui organisent avec la Ligue MMA GP le premier événement en France et qui voulait que je sois la première à être sur cet événement le 8 octobre. Donc, Et voilà. justement, alors là vraiment, tu te rends compte à ce moment-là que tu vas être une des pionnières en fait de ce sport en France parce que tu es la première française à disputer un combat officiel de MMA en France parce que ça a été légalisé par le ministère des Sports en début d'année. Avant, c'était quand même un sport. Enfin, t'entends pas mal de gens encore maintenant dire mais non, mais c'est des malades, c'est des brutes, des bains de sang, enfin, ils sont dans une cage enfermés. Il y a beaucoup d'a priori sur ce sport quand même en France. Eh ben, justement, je dis maintenant aux gens qui ont beaucoup d'a priori, alors d'aller voir sur ma page Facebook Athlète, là, j'ai mis le reportage de Canal+ d'une demi-heure qui est aussi avec Ali Alioune. On est deux combattants et sur ce reportage, de s'en faire leur propre opinion parce que je sais que beaucoup de gens qui l'ont regardé ont eu un changement au niveau de ce sport sur la vision de sauvagerie qui était annoncée ou de côté délinquance, etc., que c'était des délinquants. Enfin, aujourd'hui, je crois pas être une délinquante. Je crois pas que Ali, c'est vraiment un excellent sportif avec un cœur en or. Enfin, vraiment, j'admire cet athlète aussi. Tous les combattants comme Mickaël Lebouf, enfin, tous, on était tous là et on travaille tous. On a tous un travail et enfin, vraiment, je les invite à regarder ce reportage et pour en faire une propre idée et voir ce que c'est vraiment le MMA dans toute sa splendeur, quoi. Mais ouais. Alors, c'est vrai que c'était quand même donc le premier combat dans la discipline en France, Ouais. les débuts du MMA, le seul combat féminin de la soirée. Ouais. Alors, ça devait quand même pour le coup, tu sais, tu m'as dit là avant, souvent quand tu as eu tes titres ou que tu as réussi, t'étais pas forcément attendu. T'avais pas l'épée de Damoclès, comme tu disais. Là, par contre, tu l'avais, tu étais attendu. On t'attendait, vraiment. Tous les projecteurs étaient tournés sur toi. Mais en fait, oui, en tant que femme, oui, parce que, et déjà de une, j'étais attendue parce que je venais de plusieurs sports différents, que c'était un nouveau challenge, que j'étais la seule nana. Donc, oui, en effet, la première nana qui combat, mais surtout le fait voilà, elle rentre dans le MMA, on va voir ce qu'elle va donner, quoi. Et on va voir si elle est vraiment forte comme elle est dit, quoi. On l'attend, quoi. Et puis vraiment, en plus, il y avait une grosse médiatisation qui s'est fait autour de moi, donc j'avais eu encore plus de stress parce que je devais montrer que bah, voilà, j'allais représenter la France dans ce milieu-là, puisque moi, mon but, c'est quand même rentrer à l'UFC. Et voilà, donc je suis arrivée déterminée. Je m'étais entraînée pour, hein, vraiment, vraiment. On voit pas les coulisses de mes entraînements dans ma vie, mais je faisais en sorte vraiment d'être la meilleure, quoi. Donc, qu'est-ce que j'ai mis en place pour y arriver? Je vous assure que j'ai mis beaucoup de choses en place pour être là, pour être ce jour-là attendu. Et puis en plus, ce qui m'a fait plaisir, c'est que je gagne avec la manière. Je gagne Ouais. avec la manière et que. Alors les gens me disent ouais, mais 1 minute 30, c'est pas beaucoup, t'aurais pu continuer. Je dis, bah, j'avais que ça à faire, les gars. J'avais pas que ça à faire Voilà, mon but c'était de gagner, mettre un TKO, enfin, c'est-à-dire voilà, gagner par point au sol et que voilà, en fait, c'était l'objectif de dire, bah, en fait, Laetitia Ablo, qui a 37 ans, qui est une femme, qui se retrouve dans un milieu d'hommes, on n'arrête pas de nous dire que c'est un sport d'hommes et que aujourd'hui, je pense que la femme, elle a vraiment besoin de prendre confiance en soi et d'apprendre à faire des sports de combat, vu la conjoncture actuelle, l'augmentation de la violence sur les femmes. Voilà, c'était pour dire, ouais, en fait, les femmes aussi, nous, on a le droit au respect autant que les hommes. Moi, je m'entraîne autant qu'un homme et que aujourd'hui, voilà, j'ai gagné avec la manière. Donc, c'était surtout ça, en fait. C'est vrai que ce combat, bah, justement, je vous invite aussi à regarder ce reportage d'Intérieur Sport là, sur toi et les autres combattants de MMA. Il est magnifique ce combat parce que tu gagnes, donc, comme tu le dis, à peine 1 minute 30. Et
quand l'arbitre annonce la victoire, il y a une explosion de joie. Tu Ouais, vas tu m'en dis, vers ça me ton des camp, frissons. vers tes entraîneurs et tu cries et tu bouges la cage. Vraiment, c'est quoi à ce moment-là qui t'anime? C'est tous les efforts qui payent ou c'est voilà le début d'une nouvelle carrière? C'est Non, je pense que vraiment, ce qui m'a animé vraiment, parce que moi je revois l'image quand tu m'en parles, tu vois, je me revois relever la tête et en fait, dire ça y est, j'ai gagné en fait. C'est vraiment tous les sacrifices que j'ai mis en fait. C'était une espèce de boule d'énergie que j'avais mis à emmagasiner et vraiment cette émotion de joie, tu peux, tu peux pas savoir comment c'était enfin, le Saint Graal, le relâchement en me disant je l'ai fait quoi. Letty, tu l'as fait, tu y es arrivé et en plus tu gagnes comme ça. Mais Letty, tu l'as fait là en fait. Et je me retourne vers les entraîneurs en disant mais vous avez cru en moi, mais vous avez raison en fait, parce qu'il y a toujours les gentils, il y a toujours les méchants, il y a toujours ceux qui vous critiquent, voilà, même si devant ils vous font les sourires et derrière on sait très bien comment ça se passe. Mais c'était une belle preuve en leur disant, bah, allez, critiquez-moi encore, mais je suis là et que je l'ai fait et que je l'ai fait avec la manière en fait. Et c'est vraiment, je me relève, je me revois et je dis, mais ça y est, je l'ai fait en fait. Parce que c'était une pression énorme. Tous les jours, on ne savait pas si on allait combattre. Pourquoi on s'entraînait, on ne savait pas. Du jour au lendemain, ça pouvait être annulé. Et que même quand la salle d'échauffement, on vient nous voir en disant non, mais en fait, c'est annulé. Et que la ministre des Sports nous dit non, non, moi, je veux que ça tienne. Et qu'en fait, cette ministre des Sports, elle a tapé sur le poing sur la table, elle a dit à tout le monde, écoutez, devant un paquet de mecs, en disant écoutez, moi, je veux que cette soirée, elle soit faite. Et c'est pour ça d'ailleurs, on voit mon engouement envers elle et que dans tous les sports, ben, en fait, on prend, on se lève, on se remercie comme ça, quoi, un sport de team, quoi, oui, oui, mais sans alors vraiment je vais pas en revenir sur cette polémique que je trouve un peu bête, hein, sur voilà, exactement. on va pas en revenir là-dessus parce que mais du coup vous dans le monde du MMA là en France, vous devez beaucoup du coup à Roxane Maracineanu, elle a fait vraiment les efforts qu'il fallait pour maintenir cette compétition. Ouais, on lui doit beaucoup, on lui doit énormément et je la remercie encore et je la remercie d'ailleurs, c'est pour ça aussi que je me suis taguée sur ma médaille et je l'ai mis taguée sur ma médaille de Sambo parce que voilà et j'en serai reconnaissante et que ça sera enfin, ce petit bout de femme qui aura partagé un bout de ma victoire parce que bah, je dis toujours que la victoire d'un seul est la victoire de tous, mais Hum, que grâce à elle, voilà, je sais, j'ai pu mettre un point d'honneur sur tous les entraînements depuis le début que j'ai commencé en sachant que là, je vais continuer, mais que, imagine, que ça aurait été annulé. Ben, en fait, il aurait fallu repartir sur une motivation, une deuxième session, une déception. Mais il faut se relever, on le fait, on y va et on y retourne. Mais c'est ça qui est exceptionnel, quoi. Je lui dois, ouais, je lui dois cette partie, enfin, ce combat et ma victoire aussi, parce que elle a accepté de me permettre de m'exprimer surtout. hum, C'est comme si hum. on vous avait enchaîné dans une cage et enfin, c'est pas la peine, ouais, aller dans un box et qu'on vous dit, ah, ça y est, enfin, tu peux sortir, quoi. C'est moi qui Ouais, t'autorise. Merci, merci, je vais prouver que, un peu comme gladiateur, tu hum. vis ou tu meurs, en fait. Bah ouais, en fait. Ouais, c'est ça qui est génial, quoi. Ok. Bon, bah en tout cas, c'était super. Moi, ce que j'ai retenu là, c'est que vraiment, bah, Laetitia, du coup, en fait, t'es une femme de défi, une aventurière, en fait. C'est ça. Non, ouais, une femme de défi, mais c'est surtout que je me lève le matin et je me dis, j'ai 24 heures dans ma journée, qu'est-ce que je vais faire pour au moins avoir une journée optimale ouais, c'est ça, et qui me dit, voilà, je me suis entraînée, j'ai fait ce que je voulais, c'est mon rêve, c'est ça, et je me donne un objectif, et j'y vais, pardon. Et en fait, voilà, et c'est ce que j'incite à faire à tout le monde. Aujourd'hui, pour moi, c'est le sport, mais que si quelqu'un a un objectif, qu'est-ce que tu mets en place aujourd'hui pour y arriver? Et que, au-delà de, ouais, d'être déterminé, en fait, je veux que ma vie, elle bouge et qu'elle ait un sens, et que pour qu'elle ait un sens, ben en fait, il faut savoir déjà ce qu'on veut dans la vie. Et moi, je sais ce que je veux. Aujourd'hui, c'est l'UFC. Donc, en fait, mon objectif, c'est l'UFC. Et qu'est-ce que je fais pour m'entraîner? J'incite vraiment les gens dans leur détermination à se donner les moyens d'arriver à ce qu'ils veulent, surtout en plus avec la conjoncture actuelle qui pose beaucoup de problèmes. Et c'est vrai que voilà, il faut trouver une espèce de source qui vous anime, en fait. Donc, j'espère que chacun arrivera à trouver son animation personnelle.
Ok, bah, c'était très intéressant. On va te passer très très rapidement aux questions insolites. Et Vas-y. après, on en aura fini. Alors, Laetitia, une musique ou un groupe de musique Ah, moi, Pink, je suis fan de Pink. Ah, Pink. Ah, pas mal, pas mal. Euh, Euh, Sinon, tu J'aime m'aurais bien dit que aussi. c'était nul. J'adore Pink. Je suis fan. Alors, un film ou une série? Je sais pas, c'était plus. Un film ou une série, Mange, Eat et Prie. Enfin, en anglais, c'est Eat, Pray and je sais plus. C'est avec Julia Roberts. Avec Julia Roberts, c'est D'accord. Mange, Prie et aime, pardon, excuse-moi. D'accord, Mange. ok, je connais pas. Ok, C'est une belle leçon sur la vie. d'accord. Alors, un plat? Un plat que tu adores. Pense pas à la diète, hein. J'ai eu un boxeur aussi, je lui ai dit, là, tu penses pas à la diète. Un plat, t'es en coupure totale, un truc qui Non, te mais moi, fait plaisir. c'est marrant hein, parce que je suis pas la junkie food. Moi, tu Ouais, me mets. En fait, par exemple, mes frites, j'adore. Enfin, les frites, je les ferais les frites au four, par exemple, tu vois. d'accord. Mais bon, après, mon plat préféré. Enfin, franchement, si j'ai un truc à manger, un bon truc, ce serait des sushis, quoi. Je suis fan de sushis. Ah, pas mal aussi. J'adore les sushis. Alors, une destination de vacances, de vraies vacances, hein, justement. Moi, mon rêve, c'est d'aller à Tahiti. D'accord. Ouais, à Ok. Bora Bora pour aller nager, parce que je fais de la plongée sous-marine aussi. Et j'ai mon niveau 2 et je voudrais absolument aller là-bas dans les petites îles pour nager avec les tortues. Même si j'ai déjà nagé avec les tortues, mais pour nager avec d'autres espèces extraordinaires qu'on peut trouver là-bas. Donc c'est mon rêve là. C'est pour ça que je veux gagner beaucoup d'argent pour aller là-bas. Ben, on te le souhaite. Alors, une autre passion, du coup, ça va peut-être rejoindre un peu ça, du coup, peut-être la plongée. Donc, Bah, alors, il y a la plongée et je dessine. J'adore dessiner pendant le confinement. En fait, j'ai passé mon temps à dessiner. d'accord. Ouais. Ok, Et ouais, quel genre de dessin? Crayon, peinture, un peu de tout? je prends une image, là, c'est peut-être plus des dessins de manga, et en fait, je les recopie, et voilà, je les fais, ou les dessins de Disney, je prends un modèle, et puis je les refais à ma sauce, quoi. Ok, super. Super. Alors, un idole ou une personnalité qui t'inspire, qui... Voilà, dont... On va dire que, alors moi, enfin, c'est peut-être mon souci, enfin, j'idolâtre personne, parce que Ouais, c'est j'estime vrai que que c'est c'est très. peut-être mal dit. C'est peut-être mal dit. Souvent, c'est vrai que quand je dis les idoles, les sportifs me répondent souvent ça. Moi, j'idolâtre personne. Plutôt quelqu'un qui t'inspire ou qui... Alors, j'aime beaucoup David Goggins. David Goggins a beaucoup de vidéos sur Internet qui est hyper intéressant et j'écoute beaucoup de podcasts de David Goggins et c'est quelqu'un quoi que j'aime beaucoup dans sa philosophie de voir de voir la façon de travailler en tant que sport pour devenir meilleur et champion. Ok. Allez, une dernière petite question. Si tu devais te décrire en 2 mots, celle-là, elle n'est pas facile, hein. Souvent, les sportifs, ils galèrent bien, celle-là, hein. Non, 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 t'es dingue. Moi, je sais. Hein. Je dirais en anglais crazy, folle, enfin, mais une bonne gentille folle. Hein. Et, euh, et positive. J'essaie vraiment d'être positive dans la vie, tu vois. Si, voilà. Et souriante, parce qu'un sourire est gratuit. Mon père, il m'a toujours appris ça. Donc, non, moi, je galère pas. Je pense savoir à peu près mes valeurs. Donc voilà. Enfin, je pense que ça s'est vu. Bah, écoute, oui, c'est super et on a appris à découvrir ces valeurs tout au long de cette interview et franchement, je te souhaite en tout cas de remplir tous tes objectifs en MMA, hein, d'intégrer l'UFC et continue à avoir cette joie de vivre parce que je pense que ça va te servir notamment pour ta carrière de sportive qui j'espère va continuer encore longtemps. Oui, Et ça normalement, si tout va va aussi bien. de Alors, voir des si tout va bien, sportifs. pardon. Ouais, excuse-moi. En janvier, si tout va bien, je devrais avoir un nouveau combat. Ah bah voilà, bah, impeccable, on suivra ça avec attention en tout cas. Et voilà, comme je disais, ça fait vraiment plaisir d'avoir des personnalités sportives comme toi qui respirent la joie de vivre et qui sont heureuses d'être là. Donc, Ouais, bah écoute, ça me fait plaisir. C'est bien parce que tu vois, en fait, dans ta philosophie, quand tu m'as demandé et proposé, ce que j'ai aimé, en fait, c'est toi, tu te dis, bah voilà, je vais être journaliste. J'étais étonnée, mais ouais, enfin, j'estime que j'essaie de donner en fait une chance à tout le monde parce que toi, c'est ton objectif et voilà, et tu mets quelque chose en place.
Et voilà, ça me faisait plaisir de t'aider et j'espère que tu arriveras dans ta lignée. Et si c'est pas ça, après, voilà, peut-être qu'il y a coaché, tu auras autre chose que tu découvriras. Et voilà, donc avec plaisir en tout cas. Et merci de ton invitation, Lucien. De rien, merci beaucoup. Et du coup, bonne continuation et on continuera à te suivre. Eh Voilà. ben, avec plaisir. Bonne continuation à toi aussi. Merci. Allez, Salut merci à tout le Lucien. monde. Salut.